Je me présente, Emmanuel François. Certains me connaissent comme le président de la Smart Building Alliance for Smart Cities, mais ici je suis là à un autre titre, président du Fonds MAGE, un fonds de dotation que j'ai créé il y a 2 ans pour répondre aux enjeux de société. Je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Flachet, qui va se présenter. Vous m'entendez? Bonjour, donc Stéphanie Flachet, je fais partie du fonds MAGE également et je suis aujourd'hui entrepreneur dans les écosystèmes de blockchain public. J'ai cofondé Logion, mais je suis un ex-banquier défroqué, je dis parfois. Donc j'ai passé 20 ans dans le groupe BNP Paribas et donc je suis passé du monde de l'extrême centralisation, de la gouvernance, des données, de l'argent, à l'extrême décentralisation dans ces nouveaux écosystèmes de blockchain et de Web3. Je connais très bien Mathieu. Bonjour, je suis Mathieu Mercadou, donc je suis entrepreneur. Je suis également membre de la SBA et coprésident de la commission blockchain au sein de la SBA. Et je suis CEO d'une société qui s'appelle Magma et qui utilise le jumeau numérique et la technologie blockchain pour créer un actif numérique à travers le jumeau numérique qui est partagé par ses stakeholders, donc ses contributeurs. Voilà, et je travaille sur le Web3 depuis 5 ans. Alors, aujourd'hui, on est là pour un sujet, un mouvement citoyen qu'on a appelé Citizen Nation. Et les messages qu'on va vous passer aujourd'hui sont des messages que vous n'avez pas du tout entendus sur ce salon. Pas du tout. Qui sont en marge de ce salon, mais qui concernent également ce salon. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous parler des enjeux du Web 3.0, du jumeau numérique, de la gouvernance des données. En fait, aujourd'hui, on voit bien que tout est en train de bouger. On est dans une mutation de société, vous verrez tout à l'heure, que j'appelle civilisationnelle. Les choses s'accélèrent. Et en fait, tous les dirigeants d'entreprises, les dirigeants des pays sont conscients de ces enjeux, mais sont un peu démunis. Et le problème, c'est qu'on voit que ça va très vite, très vite. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors tout d'abord, je souhaite rappeler, et ça c'est les fondamentaux du fonds MAGE et de ma réflexion personnelle, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on est à l'aube de cette vraie mutation de société, mais il faut avoir le constat le constat de 6 défis. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça prendrait déjà 30 minutes, mais 6 défis majeurs. Le premier, tout le monde connaît, c'est le défi démographique. On n'en serait pas là aujourd'hui avec tous les problèmes de CO2, les problèmes environnementaux, si on n'était que 2 milliards d'habitants de la planète et non pas bientôt 10 milliards. C'est parce qu'effectivement, depuis 150 ans, la population n'a cessé de croître. Un exemple, l'Inde, la population a été multipliée par 2 en 40 ans. Voilà, donc on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, les problématiques de CO2, les problématiques environnementaux sont liées aux problèmes démographiques. C'est également un problème économique. On voit bien aujourd'hui qu'on est à l'aube de vraies mutations économiques et on va en parler, je pense, tout à l'heure. Problématique environnementale, vous la connaissez. Problématique sanitaire, on en sort, mais ce n'est pas uniquement le Covid, c'est que toute la chaîne alimentaire, entre autres, est menacée. La pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau. Et toute cette chaîne est un vrai enjeu sanitaire. L'enjeu identitaire, on en parle peu, mais l'enjeu identitaire, il est lié notamment à l'absence de lien social. De plus en plus, on vit dans un monde virtuel, mais on est des êtres sociaux, on a besoin de cette relation à l'autre. On n'existe pas uniquement parce qu'on est, on existe parce qu'il y a quelqu'un d'autre en face de nous et qu'on échange avec lui. Et cet échange, il a disparu ou il est en train de s'étioler de plus en plus pour être remplacé dans un monde virtuel, mais ça ne le remplace pas. Et enfin, et c'est pour ça qu'on est là, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, qui m'anime à la SBA, avec le Fonds MAGE, et d'une manière générale, avec ce mouvement citoyen qu'on crée, Citizen Nation, c'est le défi éthique. Nos ancêtres se sont battus pour leur liberté individuelle. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais notre liberté individuelle est menacée de plus en plus. Et en plus, on est complice. On est complice parce qu'on accorde à chaque fois, on clique sur un bouton en disant OK. Le problème, c'est que vous ne vous rendez pas compte que vos données, elles sont utilisées
utilisées à des fins économiques, à des fins de contrôle. Ce n'est pas vos données. Aujourd'hui, on est là pour dire qu'il y a une troisième voie. Il y a une voie qui est plutôt autocratique. J'utilise la donnée des citoyens pour contrôler les citoyens. Il y a une voie économique qui est j'utilise la donnée pour le pouvoir de l'argent. Eh bien, je dis aujourd'hui, il y a une troisième voie qui est ni celle-là, ni celle-là. C'est une voie qui est j'utilise la donnée à mes fins propres en tant que citoyen pour être un citoyen éclairé, un citoyen responsable pour une société plus inclusive, plus responsable. Et c'est la base de cette réflexion qu'on a aujourd'hui. Alors maintenant, pourquoi on est remonté, on est plutôt en mode, je dirais, combat. C'est qu'on voit bien que les enjeux dont je vous ai cités, ces 6 enjeux, qui doivent être pris de manière systémique. Alors qu'aujourd'hui, on s'attasse, on passe d'un enjeu à l'autre. Il y avait l'enjeu, par exemple, carbone. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé une taxe carbone. Du coup, on a créé un enjeu économique avec les gilets jaunes. C'est juste pour vous montrer qu'aujourd'hui, on passe d'un enjeu à l'autre et on n'a pas cette approche globale, holistique sur ces 6 défis. C'est l'objectif de Citizen Nation, c'est l'objectif de mon approche avec Maj, d'avoir une approche globale, systémique. Bien entendu, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, ce que les politiques voudraient, parce qu'ils sont sur des politiques très courtes, des schémas très court terme. Il faut une vraie vision et un plan sur au moins 10 années où on dit on veut aller là et voilà le chemin. Tout d'abord, une conviction partagée. Nous sommes entrés dans l'ère numérique. Le numérique est ubiquitaire, il est dans notre vie tous les jours. Et là, une fois de plus, je passe un message politique. Aujourd'hui, aucun candidat à la présidentielle ne parle du numérique et de ce défi numérique. Alors que toute politique, aujourd'hui, ne peut plus être pensée sans le numérique. C'est quelque chose d'incroyable. Eh bien, on est entré dans cette ère numérique, il faut l'accepter et il faut repenser la société sur cette base-là. C'est ce que j'écris ensuite, c'est une vraie mutation civilisationnelle aussi importante que l'écriture ou l'invention de l'écriture, c'est-à-dire il y a 5000 ans. Il faut bien avoir ça dans sa tête. Si on ne comprend pas ça, on ne fera jamais un monde nouveau, on fera un monde nouveau sur du vieux. Alors qu'en fait, il faut repenser complètement, parce que le fait d'être dans le numérique nous oblige à repenser complètement notre société sur d'autres modèles à 180 degrés. Nous passons par exemple d'un mode statique, d'une société de stock à une société de flux. Stock, c'est ce que j'appelle moi par exemple le dogme de l'écrit. Ce qui est écrit, c'est intangible. Et bien maintenant, ce qui est écrit, c'est pas intangible, on réécrit. Et on est plutôt dans un mode dynamique. Quand je vous dis ça, c'est que ça remet en cause par exemple la démocratie, le droit, la comptabilité, tout ce qui est structurant pour notre société. On passe d'un mode statique de décision à un mode dynamique, avec un impact direct sur la gouvernance de notre société. Aujourd'hui, effectivement, on prend une loi, et cette loi, elle s'applique sans le contexte. Et elle est pour un pays, pour un continent. Eh bien, avec le numérique, on peut imaginer une loi qui est beaucoup plus contextualisée, localisée. Bien entendu, à partir du moment où elle a compris ça, la donnée est au cœur de cette mutation, et il est important, fondamental, que nous en gardions la gouvernance. D'où ce mouvement Citizen Nation et de se réapproprier cette donnée. Il est primordial d'écrire dès aujourd'hui les codes et les règles pour un citoyen plus responsable car plus éclairé. Alors, je vais donner la parole à nos amis, parce qu'en fait, on est quand même dans un salon professionnel, pas un salon politique, mais ce qu'on veut attirer votre attention. On parle ici du jumeau numérique, on parle du métavers. Eh bien, on vit une vraie mutation qui est la mutation du web 3.0. L'économie devient numérique. Est-ce que ça ne vous a pas marqué ces derniers temps la frénésie sur les crypto-monnaies? C'est quelque chose d'incroyable. Les dizaines de milliards, voire centaines de milliards investis dans les crypto-monnaies et dans le métavers. Vous ne vous posez pas la question pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'enjeu? Pourquoi un Google, pourquoi un Facebook, enfin Meta maintenant, investit massivement dans le métavers? C'est quoi la finalité? Est-ce que ça ne serait pas justement de contrôler nos données, d'être entre guillemets
le maître du monde. Est-ce que ce serait ça? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu d'économie? Est-ce que l'économie actuelle, basée sur le dollar, sur l'euro, sur des monnaies de pays, n'est pas en train de s'étioler, de fondre au profit de crypto-monnaies? Est-ce qu'on n'est pas à la veille de cette mutation? Vous y repenserez dans quelques mois. Eh bien, tu veux peut-être parler à ce propos. Oui, si on veut remettre un peu les choses en contexte, il est possible qu'on soit justement en train de passer, Ouais. on est en train de passer dans un nouveau système économique et monétaire. La dernière grande mutation qui a eu lieu, c'était en 1971, quand on a abandonné les talons or et qu'on est passé à la monnaie dette. Et là, il semble qu'on soit en train de transitionner à nouveau dans un nouveau système qui va utiliser les technologies du Web 3.0. Et la technologie, elle est en train de fusionner avec l'économie. Donc, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que demain, les acteurs économiques, que ce soit les États ou les grandes entreprises, vont pouvoir créer leur propre monnaie, en quelque sorte. Et on va casser un certain nombre de dogmes, notamment celui du shareholder. Le shareholder, la notion de shareholder dans l'économie actuelle touche un petit peu à sa fin. Parce que si vous poussez la Shareholder, c'est lié à l'économie de la propriété. Le shareholder est lié à l'économie de la propriété, c'est l'actionnaire. Et si on pousse la logique de l'économie néolibérale jusqu'au bout, le shareholder tire toute la valeur économique vers lui, au détriment des employés et au détriment des utilisateurs, enfin des clients. Ils vont soit avoir un produit de moins bonne qualité et les employés vont être moins bien payés. Donc on arrive au bout de ce système. On arrive aussi au bout du dogme de la croissance infinie avec des ressources finites. Il est important aujourd'hui de maîtriser les ressources, de savoir dans la chaîne de production un actif, d'essayer d'éliminer au maximum les frictions, les dépenses inutiles sur un actif pour contrôler un actif. Eh bien le Web 3.0, c'est ça. Le Web 3.0, c'est ce qui va permettre de contrôler un actif et de créer un actif digital unique contrôlé par non plus ses shareholders, mais ses stakeholders. Un stakeholder, c'est quelqu'un qui a un intérêt dans une opération économique. Alors, si vous prenez l'immobilier, un stakeholder, c'est bien sûr le propriétaire, mais c'est aussi l'asset manager, le property manager, le locataire, les service providers, l'assureur, la banque. Donc toutes ces personnes-là, ils sont liés dans un actif. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le monde actuel, ils ont tous une version différente de cet actif dans leur base de données, puisque chacun va constituer sa petite base de données selon son modèle et selon ses critères. Et à la fin, lorsque vous devez opérer une opération économique sur cet actif, ben c'est là où il faut réconcilier les données de chacun, et c'est là où ça crée des frictions, et il faut prendre des tiers de confiance, et ça devient très compliqué. Le blockchain et le Web 3.0 va permettre de créer un actif digital partagé par tous. On appelle certains un NFT. Alors, les NFT sont les non-fongibles. Non-fungible token, NFT. Les autres sont les fongibles. Quelque chose de fongible, c'est un billet de banque. Je vous donne un billet de banque, vous me redonnez le même billet de banque, l'opération est neutre, je peux échanger un billet de banque contre un autre, ça vaut la même chose. Un non-fongible, c'est une œuvre d'art, c'est un objet unique. Et la propriété de cet objet peut être garantie grâce au blockchain. La personne qui va contribuer dans cet objet numérique va être protégée en quelque sorte, et ensuite les revenus qui vont être issus de cet objet pourront être payés aux différents contributeurs. Donc cette technologie du blockchain et du Web 3.0, elle va permettre une représentation unique, digitale, d'un actif réel. Donc ça peut être une voiture, ça peut être un immeuble, ça peut être n'importe quoi, partagé par ces stakeholders. Et les stakeholders vont posséder, en quelque sorte, une partie de cet actif numérique. Par exemple, parce que là c'est vrai qu'on est sur le bâtiment, mais pour donner un autre exemple, la musique. La musique, on peut imaginer que chaque personne qui a contribué à un morceau compose un morceau, voilà, justement, stakeholder. Soit stakeholder, et Puis demain le morceau devient un tube. C'est pas uniquement celui qui l'a commercialisé qui s'enrichit, c'est tous les acteurs qui ont contribué. Voilà. Quand je vous dis ça, c'est quelque chose qui existe, qui est en train de se constituer. Eh bien, ce qui se passe sur la musique peut être étendu à l'ensemble des activités ou des contributions humaines. Voilà. Et ce qui est très important et qu'il faut, à mon avis, réaliser très rapidement, c'est que ces mutations, elles sont en train d'avoir lieu et on n'est pas invité dans la discussion.
C'est-à-dire Exactement. que personne ne prend conscience de ces enjeux parce que personne n'en parle. Et comme l'a dit Emmanuel, aujourd'hui, aucun des candidats, par exemple, ne propose une stratégie sur le numérique. Donc, si on ne veut pas être laissé de côté et que ces choix s'imposent à nous, il faut absolument comprendre. Et ça doit se faire tout seul. C'est une initiative qu'il faut chacun prendre, il faut apprendre. Moi, j'ai appris sur le tas, je ne suis pas issu de la technologie, j'ai fait de l'immobilier toute ma vie. Et quand j'ai réalisé ça, eh ben, j'ai commencé à m'informer et j'ai compris un peu les enjeux. Mais personne ne va venir nous sauver. Il faut faire le travail par soi-même. Et c'est pour ça qu'on parle de mouvement citoyen, parce qu'en fait, il faut vraiment communiquer cette vision et cet enjeu à chaque citoyen du monde. Je vous donne un exemple. On a parlé de disparition potentielle des monnaies numéraires. Or, qu'est-ce qui scelle un pays? C'est avant tout la monnaie qui fonde. Mais l'ordre mondial tient par le système monétaire mondial. Si Dès lors qu'il n'y a plus de système effectivement, monétaire, il n'y a plus d'ordre mondial. des monnaies qui deviennent de référence numérique, et Stéphanie va nous en parler, ça veut dire qu'en fait, les frontières vont disparaître. Donc si vous voulez, l'enjeu, il est juste, je dirais, majeur. Et on ne s'en rend pas compte aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte. Mais si vous voulez, c'est peut-être demain. C'est peut-être demain. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe en Ukraine, en Russie. Aujourd'hui, en Russie, quelque part, les Russes ont un problème de monnaie. Ils ont un problème de... Et ils commencent à s'appuyer... Puisque justement, ils ont réannoncé sur l'or. Ils commencent à s'appuyer sur les crypto-monnaies. Oui, donc aujourd'hui, c'est embryonnaire, mais ça peut basculer du jour au lendemain. Et ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on a vu encore ce week-end. Je ne sais pas si vous avez suivi, en Angleterre, à la City, il y a un investissement majeur sur les stablecoins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des milliards de dollars ou d'euros qui sont en train de basculer dans ce monde virtuel. Aujourd'hui, c'est 3 trillions. Pour donner un ordre d'idée, l'immobilier dans le monde, c'est 326 trillions. Les cryptos, c'est 3 trillions. Donc, c'est pas encore mainstream, mais on sent que c'est là où va l'argent. Il y a des pays qui commencent à prendre le Bitcoin comme une monnaie de référence. El Salvador, l'Argentine y réfléchit. Enfin, il y a plein de pays qui commencent à y réfléchir. Stéphanie, on va peut-être te donner la parole 5 minutes. Peut-être qu'on veut laisser la place aux questions. Pardon, comme on veut laisser la place aux questions, je vais vous faire peut-être plutôt en guise de conclusion, vous faire passer un message sur la notion de monnaie. Et là, je vous parle en tant qu'ex-banquier qui a passé 20 ans dans la banque, à l'état de fonction, et qui ne s'est posé la question de la monnaie qu'une fois que j'en suis sortie. Je ne m'étais absolument jamais posé la question de la monnaie, qu'est-ce que c'est, comment on la crée. Et je voudrais vous donner juste une anecdote qui a été donnée par un grand banquier central qui est mort aujourd'hui, mais qui disait, pour qu'on prenne bien conscience de ce qui est en train de se jouer en termes de rupture civilisationnelle, quand on est passé de l'ère agricole à l'ère industrielle, les gens se disaient tout va changer sauf le cheval. Aujourd'hui, on passe de l'ère industrielle à l'ère numérique et on se dit tout va changer sauf la monnaie. D'ailleurs, au quotidien, je le vois aujourd'hui, c'est frappant, vous êtes tous engagés dans plus d'efficacité, bas carbone, etc., l'intelligence collective, et pourtant, à la fin de la journée, c'est l'argent. C'est l'argent qui prime. Et pourtant, en fait, ce qui est en train de se jouer sur l'argent, c'est que l'argent, en fait, n'a pas de valeur en tant que tel. L'argent, c'est pour ça que la guerre est sur les data aujourd'hui, l'argent, c'est des règles du jeu. C'est une règle du jeu. On est 8 milliards sur la planète avec des ressources et des besoins. On partage une planète qui a des ressources et des besoins. Comment on s'organise ? Je pense que si on commence à changer de regard sur l'économie, on va pouvoir commencer à casser deux grands angles morts que je vois tous les jours, parce que je suis passée vraiment du monde de la finance centralisée au monde des nouvelles monnaies et des crypto-monnaies. Il y a deux angles morts. Un premier, c'est économique, c'est-à-dire qu'on a beau savoir qu'il faut changer de règle du jeu, qu'il faut être plus vert, qu'il faut valoriser les contributions sociales. D'un point de vue comptable, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est produire des biens et des services marchands. Ça n'a aucun sens, c'est incroyable, c'est une norme comptable. Et vous vous battez dans vos entreprises tous les jours et pourtant comptablement vous serez payé parce qu'au bout de la journée vous aurez vendu plus d'immeubles, plus d'iPhone, whatever. Il est incroyable ce qu'on peut voir. Et en prendre conscience en tant que citoyen, ça aide déjà beaucoup. Et les technologies nous permettent de nous ouvrir et de nous ouvrir à ce qu'on appelle l'économie contributive. C'est-à-dire de commencer à valoriser aussi nos contributions sociales, environnementales, mais plus seulement la partie productive qui est extractive par nature. Voilà. Et le deuxième angle mort, on en a parlé hier soir avec Emmanuel, il est presque juridique. Il y a un truc tout bête, c'est que la donnée aujourd'hui, elle n'a pas de nature juridique.
En tout cas, voilà, une donnée, ça va être, il y a une donnée pour construire un bâtiment, ça va être... Et en fait, peut-être qu'il y a quelque chose d'important à se saisir en tant que citoyen, c'est une forme de déclaration des droits du citoyen, et de se dire qu'on reconnaît que la donnée est un prolongement de la personne humaine. Ça, c'est très important, C'est tu bête, peux le répéter. mais ça change tout. La donnée est un prolongement de la personne humaine, du vivant. Aujourd'hui, la donnée, c'est presque voilà, c'est quelque chose qui sert à fabriquer, encore une fois, des biens matériels, mais si on prend conscience que la donnée est un prolongement de la personnalité, c'est d'autant plus important dans les mondes virtuels, on va peut-être pouvoir commencer à switcher de régimes, des régimes monétaires et économiques. Et voilà, je resterai là si vous êtes... Non, mais c'est clair. Et donc, après. désolé, en complément de ce salon qui parle des technologies, il est important qu'on pense la gouvernance. Et si vous voulez, sinon, on se précipite, comme les moutons sur mon petit livre vert, on se précipite effectivement dans une impasse et dans un fossé. Alors c'est pour ça qu'on a écrit Citizen Nation. C'est un groupe informel de 60 personnes, hein, de tout bord, des politiques, des philosophes, des sociologues, des grands financiers, des start-upers, des citoyens. On a écrit 12 recommandations. Ces 12 recommandations, vous allez les trouver sur le site du Fonds Mage. Mais je vous les liste très rapidement. On parle d'authentique culture digitale dès l'âge de 6 ans. C'est-à-dire qu'il est hors de question, quand on clique, il faut qu'on agisse en connaissance de cause. En connaissance de cause et qu'on soit responsable. C'est considérer la donnée comme un bien commun. C'est-à-dire que la donnée ou la métadonnée, elle n'est pas l'apanage d'un acteur. Elle est notre propriété et on a la souveraineté sur ces données. C'est garantir l'auditabilité des algorithmes. C'est penser à une gouvernance partagée locale. Je parle aujourd'hui de assemblée citoyenne numérique. En grec, ça s'appelle ecclésia numérique ou église numérique. Choisir une activité économique régénératrice, c'est-à-dire d'avoir d'autres référentiels que les modèles financiers. Ça rejoint ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul référentiel, le modèle financier, on a de nombreux indicateurs, CO2, social, environnemental, que sais-je, qui vont contribuer à avoir une vision différente de nos actions et de nos contributions, une vision et une évaluation. C'est introduire le concept de prospérité dans notre mindset. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de PIB, mais c'est la prospérité intérieure brute qui est basée sur d'autres indicateurs qu'un indicateur numéraire. Une fois de plus, CO2, environnemental, les 17 indicateurs de l'ODD. Prendre en compte toute dynamique individuelle au profit du bien commun. Et donc l'évaluer, la valoriser. C'est encourager et encadrer l'avènement des technologies de confiance, notamment la blockchain, pour une meilleure répartition des richesses. C'est ajuster les usages aux ressources locales. Donc comme l'a dit Mathieu, arrêter de vouloir une croissance infinie dans un monde fini. C'est construire de nouveaux cadres juridiques et réglementaires, comme l'a dit Stéphanie. C'est aller vers des citoyens plus acteurs, responsables, car plus éclairés, d'où effectivement doter chaque citoyen d'outils pour être informé en temps réel sur ses actes et les conséquences sur ces actes sur la société et l'environnement. Et c'est bien sûr organiser pour chacun le respect et le contrôle de sa vie privée et intime, avec le droit et la reconnaissance, le droit à la déconnexion. C'est des éléments qui sont fondamentaux, qu'on souhaite partager. Et clairement, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un mouvement citoyen mondial qui porte ces valeurs, qui soit les plus partagées et qui contrebalance ce qui est en train de passer aujourd'hui, où clairement la donnée deviendrait l'apanage de quelques acteurs, avec des citoyens qui auraient perdu une grande partie de leur liberté individuelle et qui ne seraient plus que des exécutants. Eh bien, c'est pas ce monde que je veux laisser à mes enfants, et je peux vous dire que le combat, il commence aujourd'hui, il a déjà commencé hier, mais c'est un combat de longue haleine. Et ce que je souhaite, c'est qu'on le fasse ensemble. Oui, je voudrais juste revenir sur un point important, c'est le fait de comprendre en fait qu'on produit de la donnée toute la journée, hein, quand vous vous levez, quand vous traversez la rue, quand vous achetez une bouteille d'eau, tout ça ce sont des données que l'on produit.
Et aujourd'hui, ces données, elles sont stockées. Il n'y a plus rien pratiquement qui se fait aujourd'hui sans être numérique. Chaque action qu'on fait va se traduire par au moins un email ou quelque chose de numérique. Donc aujourd'hui, ces données, quand vous agissez dans le monde, que ce soit les agents économiques ou les citoyens, elles sont stockées dans des serveurs. Et actuellement, elles sont stockées de manière centralisée. C'est-à-dire que vous avez des sociétés, notamment les GAFA, qui stockent nos données. Et donc, comme elles stockent nos données, elles sont en contrôle de nos données, elles peuvent se permettre de vendre ces données, et c'est comme ça qu'elles vivent. Et aujourd'hui, on est Ou métadonnées, d'ailleurs. Et les métadonnées sont les données sur les données. Qui l'a émise, où elle a été émise, etc. Bon, et toutes ces données, elles sont dans la main aujourd'hui des grands groupes, et elles sont dans des serveurs privés. Donc, on n'en a pas le contrôle. Ça s'appelle la centralisation des données. Et le combat qu'il va y avoir dans le monde de demain, ça va être la centralisation contre la décentralisation. Et le blockchain, c'est ça. Le blockchain, c'est une invention pour moi qui est pratiquement un acte de Dieu, parce qu'elle est arrivée après la crise financière de 2009. Et cette technologie, elle permet de stocker les informations de manière décentralisée. C'est-à-dire que personne ne peut avoir le contrôle, ne peut censurer la donnée, ne peut prendre une donnée et la modifier. Une fois qu'elle est rentrée dans le blockchain, elle devient immuable. Ce qui a des conséquences importantes sur la civilisation, parce qu'on ne peut plus nier un fait. Quelque chose qui s'est produit, qui est rentré dans le blockchain et qui a été accepté, on ne peut plus le modifier et dire non, ça s'est pas produit ou ce n'est pas la vérité. Donc, d'un point de vue de la garantie de la traçabilité. D'un point de vue de la recherche de la vérité, qui est sacrée, puisque la vérité est sacrée, c'est quelque chose qu'on doit protéger à tout prix, cette technologie, elle va permettre, lorsque quelque chose s'est produit, d'en avoir une valeur probante, sûre et immuable. Et donc le combat de demain, ça va être les acteurs actuels qui ont la main mise contre les nouveaux acteurs arrivants qui vont proposer des modes de contrôle décentralisé de la donnée, donc des modes de garde de cette donnée. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le débat qu'il va y avoir, et je vous conseille de lire là-dessus, parce que c'est vraiment important. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on porte également à la SBA, la Smart Building Alliance, c'est justement d'avoir un operating system du bâtiment, du logement, du quartier, dans lesquels sont gérées les données. C'est-à-dire que les données ne sont pas dans le coloc d'un tiers, elles sont dans cet operating system, et les opérateurs de services contractualisent avec un tiers de confiance qui a été mandaté par les usagers, quels qu'ils soient, pour opérer un service bien défini. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser nos données pour d'autres services ou d'autres finalités que ce qui a été bien défini dans ce contrat d'opération de service. Par exemple l'énergie, par exemple l'eau, par exemple le nettoyage, par exemple la sécurité, etc., etc. Si vous voulez, c'est en fait à 180 degrés de ce qui est fait aujourd'hui. Et ça aussi, c'est une révolution qui doit être menée à la fois par les usagers, les citoyens. C'est fondamental. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'opère pas ça, eh bien, à la fin, un grand nombre d'entreprises vont disparaître parce qu'elles n'auront pas accès à cette donnée. Et ce n'est pas du tout ce qu'on souhaite. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je crois que le temps est compté. Mais sinon, disposition, j'ai imprimé quelques manifestes. Il y a 2-3 petits livres, et puis vous retrouvez tout sur le site du Fonds Mage. Ah, il y a une question, allez-y. Oui, alors Vous avez le micro plus près. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une initiative qui est très intéressante, qui est Gagaïs, qui est portée par Thierry Breton et qui est dans cette même idée, parce que les enjeux sont énormes, et que les gens n'auront plus la donnée, ne pourront plus faire un certain nombre de choses demain. Par exemple, on peut penser il va falloir quantifier le carbone, et donc tout ça, on va le quantifier, ça va permettre d'obtenir des certificats d'économie d'énergie. Et il y a plein de sujets qui sont financiers. Tout à fait. Et que les
les gens doivent se rendre compte qu'ils vont arriver demain dans le bâtiment. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette initiative, surtout qu'elle ne soit pas portée que par des grandes entreprises, mais plutôt par des Citoyens. Exactement. Exactement. Je vous donne un enjeu, hein, parce que je n'en ai pas parlé, mais c'est un enjeu qui vous concerne toutes et tous. À la fin de l'année, en Europe, il y aura un digital wallet. Vous n'êtes pas au courant. Vous aurez une identité digitale. On ne connaît pas du tout les conditions d'incrémentation de ce digital wallet. Alors, ça veut dire que demain, effectivement, votre empreinte carbone, on peut imaginer qu'elle va être directement incrémentée sur ce digital wallet. Vous allez me dire, bah, ça serait bien, on va avoir un comportement responsable. Mais une fois de plus, qui est-ce qui va utiliser cette donnée? Moi, je suis d'accord qu'effectivement, ça soit incrémenté, mais que ça soit moi-même qui soit informé, et non pas un tiers, parce que je ne sais pas ce que ce tiers va faire. Demain, ça peut être une assurance qui va vous dire, bah, attends, je ne vous assure plus. Et en fait, le risque aujourd'hui, le risque majeur avec le métavers, avec l'utilisation de ces données, c'est que vous, demain, vous soyez banni d'un service. Parce qu'en fait, vous avez eu un comportement qui n'était pas citoyen tel qu'il était pensé. Et ça, si vous voulez, c'est le risque majeur qui n'est pas traité aujourd'hui, pas abordé, ni par les politiques, ni par les entreprises. Mais c'est en train de venir, et aujourd'hui, je peux vous dire que c'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe progressivement, de manière plutôt libérale, aux États-Unis, mais plus clairement, on va vous pousser à agir d'une certaine manière pour payer moins votre assurance, pour effectivement avoir un comportement qui répondront à certains enjeux, mais qui ne sont pas forcément les enjeux des citoyens. Et c'est d'où l'enjeu aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous dis le combat il est maintenant, mais il faut que ça soit un combat mondial citoyen, parce qu'en fait ça va très vite. Merci, et je suis à votre disposition pour m'exprimer avec vous. Au revoir.